Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Djibouti. Dans l'actualité également, le Premier ministre a présidé la cérémonie de clôture du mois de l'artiste et des langues maternelles. Et les négociations sur la trêve de Gaza reprennent à Doha, la capitale du Qatar. C'était les titres place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui, en milieu de matinée, au Palais de la République, les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Le nouvel ambassadeur, tout d'abord, celui de la Côte d'Ivoire auprès de la République de Djibouti. Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire a mis à profil lors de la cérémonie de remise des créances au président de la République qui s'est réjoui des qualités des relations de coopération entre les deux pays. Prédécesseur. L'ambassadeur a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations d'échange, de solidarité, de collaboration entre les deux pays frères. Après la remise de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire a eu un premier entretien avec le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour discuter des voies et moyens de consolider davantage les relations bilatérales de coopération entre les deux pays dans différents secteurs. Pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti au nouvel ambassadeur. Ensuite, ce sont donc les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kenya, l'ambassadeur du Kenya auprès de la République de Djibouti, George McCoy. Le nouvel ambassadeur a exprimé dans son allocution d'emblée qu'il s'est réjoui du socle large des valeurs éthiques et principes dont on partage la République de Djibouti et le Kenya. Djibouti et le Kenya, a-t-il dit, partagent des valeurs et des aspirations dans divers secteurs, y compris les échanges politiques, socio-économiques, la paix, la sécurité, la diplomatie. Le diplomate kenyan a ensuite saisi cette occasion pour réitérer l'attachement de son pays à l'intensification et au développement des liens multiformes étendus sous tous les secteurs d'activité entre son pays et la République de Djibouti, louant ainsi notre culture établie à concilier les partenariats stratégiques dans notre pays avec les autres pays de la région. Maritime affairs, peace and security, including prevention and combating of terrorism at sea and on land within the region. Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Niger en République de Djibouti. L'ambassadeur du Niger a exprimé, lors de sa remise des créances, l'ambassadeur, M. Hassan Madewa Amadou, a remis ses lettres de créance au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, lui souhaitant donc la bienvenue en République de Djibouti.
Ensuite, c'est l'ambassadeur du Royaume d'Espagne auprès de la République de Djibouti, Guillermo Antonio López Marquelena, a remis ses lettres de créance au président. Eh bien, chacun en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Je profite aussi pour vous passer le message de Sa Majesté le roi Felipe VI et du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Eh bien, chacun de ces ambassadeurs a mis à profit la remise de ces lettres de créance au chef de l'État pour saluer l'état privilégié des relations bilatérales de son pays avec la République de Djibouti. Ensuite, c'est l'ambassadeur de la République du Chili auprès de la République de Djibouti qui a remis donc ces lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. See, I'm honored to present my credentials as the ambassador of Sri Lanka to Djibouti and also letter of recall of my predecessor. Eh bien, ce diplomate a également fait de leur détermination et motivation à œuvrer au renforcement du niveau d'échange de coopération entre leur pays et la République de Djibouti. Le président de la République a, comme à l'accoutumée, souhaité la bienvenue à tous ces diplomates qu'il a reçus. Et enfin, l'ambassadeur de la République socialiste démocratique du Sri Lanka auprès de la République de Djibouti, eh bien, qui a remis ses lettres de créance et l'accréditant en tant qu'ambassadeur en République de Djibouti. Me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Chile to Your Excellency, and as well as the letter of recall to my predecessor. L'ambassadeur du Chili, a été reçu par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le président de la République qui a également formé ses vœux de réussite et les a donc assuré du soutien plein et entier du peuple et du gouvernement de Djibouti dans l'accomplissement de leur noble mission. Je vous le disais dans le titre, la clôture du mois de l'artiste et des langues maternelles s'est tenue aujourd'hui. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a clôturé aujourd'hui le mois de l'artiste et des langues maternelles. Cette journée a permis de présenter les différentes réalisations et les programmes artistiques et culturels organisés par le ministère de la Jeunesse et la Culture. Une vidéo rétrospective retraçant également les différents programmes artistiques et clôtures ont été organisés au cours de ce mois dédié à l'artiste et aux langues maternelles. Lancé le 21 janvier dernier par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le mois de l'artiste et des langues maternelles a été l'occasion de célébrer la diversité linguistique et la richesse culturelle de notre pays. Cet événement, dans sa 3e édition, au terme d'un mois d'activités culturelles, artistiques et linguistiques qui ont donc suscité à travers tout le pays une dynamique de prise de conscience collective sur la primauté des langues maternelles et la nécessité de préservation de nos patrimoines culturels. Une politique axée sur la promotion de la culture des langues maternelles, du multilinguisme en République de Djibouti, et ce conformément aux vœux du président de la République Ismaël Omar Guelleh. À travers ces activités durant ce mois est mis en lumière l'indissociabilité de l'artiste et des langues maternelles. L'artiste étant honoré en tant que vecteur d'apprentissage des langues nationales et en tant
co-transmetteurs de valeurs culturelles et artistiques. Eh bien, la ministre de la Culture a donc effectué une présentation éclairante du projet du statut de l'artiste porté par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. On écoute la ministre. Cette symbiose des artistes et des langues maternelles que nous avons tout au long du mois mené de pair témoigne d'une complémentarité évidente que nous souhaitions mettre en relief. En effet, nos langues maternelles ont toujours été portées par le grand poète et dramaturge de ce pays. Leurs œuvres ont nourri la langue. Leurs plumes et littérature illustrent le mot de dictionnaire académique. Nos auteurs, compositeurs, nos chanteurs et interprètes nous invitent chaque jour à apprécier le riche verbe de nos langues maternelles. Ils sensibilisent, conscientisent, mobilisent dans nos langues maternelles et pour cela, ils méritent toute notre attention. Durant un mois, nos activités ont démontré aussi notre riche diversité culturelle, linguistique et la pluralité de nos expressions artistiques. Le mois a mis en relief le rôle des artistes comme pilier central de la vie culturelle, a mobilisé les communautés au sein de CDC sur la nécessité de soutenir le développement de l'art dans toutes ses catégories. Il s'agissait aussi de favoriser la transmission grâce à la détection des jeunes talents. D'un autre côté, l'objectif au cours de ce mois a été de rappeler l'importance des langues maternelles dans la construction d'une nation et l'urgence de sa sauvegarde qualitative par la publication de livres, une créativité littéraire féconde par la diffusion éditoriale, de stimuler la production de biens artistiques tels que les chansons et films et de sensibiliser sur le devoir des transmissions intergénérationnelles, car la langue est un facteur indispensable pour la transmission des héritages et patrimoines. Les multiples activités organisées durant ce mois furent l'occasion pour nos artistes de présenter leurs œuvres et de s'illustrer en tant que formateurs, jurys, accompagnateurs de l'émergence de nouveaux talents grâce au concours portant sur le thème de « Créer en langue maternelle ». Sans oublier la valorisation des arts appliqués dans le domaine économique des ICC qui ont permis la confirmation de nos stylistes les plus aguerris et la révélation de nouveaux peintres plasticiens dont les œuvres sur les thèmes de la mer comme foyer de la langue et de la culture ont été fortement appréciées. Les patrimoines culturels n'étaient pas en reste car les opportunités furent données aux jeunes de découvrir les différentes étapes de nos coutumes et traditions matrimoniales. Un patrimoine en cours d'inscription dont Djibouti a la fierté d'être le chef de file. Suivant cette fois l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. C'est avec une motivation particulière que j'assiste à cette cérémonie consacrée à la revalorisation et à la célébration du mois de l'artiste et des langues maternelles. Au-delà de leurs fonctions communicatives, les langues maternelles constituent le creuset de nos identités culturelles, les catalyseurs de nos valeurs culturelles, reflétant notre passé et notre présent, tout en éclairant notre progression dans le monde. Leur complémentarité et leur interactivité demeurent déterminantes pour l'avenir de nos peuples, des traditions orales et dont le verbe est fortement significatif et le poète s'érige par excellence en leur porte-parole. Les artistes vecteurs de nos émotions, génies créateurs et sources inépuisables de l'immensité des richesses de notre patrimoine culturel, concourent de manière dynamique à la renaissance culturelle de notre pays. L'artiste n'est seulement pas un producteur des œuvres, mais il est surtout un éveilleur de mentalité, un conscientiseur, un modèle, un pilier central pour la moralisation de notre jeunesse à laquelle il doit servir de repère. Ainsi, les artistes constituent encore des métiers auxquels le gouvernement accorde une attention toute particulière car la culture est devenue un moyen de partage et d'influence dans les concerts des nations à travers le développement des réseaux sociaux,
devenus les principaux moyens de communication et de partage. Le patrimoine culturel reste donc un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Ainsi, aussi, le gouvernement djiboutien tient au développement culturel par la mise en place d'un dynamisme culturel et d'une approche stimulante de la créativité artistique sur l'ensemble du pays afin d'assurer la transmission intergénérationnelle au profit de notre jeunesse aussi, ainsi que la renaissance à leur juste valeur des dépositaires du trésor culturel, notre mémoire collective. Les régions de l'intérieur regorgent de patrimoine culturel vivant et cela ne vous a pas échappé. La diversité des activités menées aussi bien dans le domaine des créations artistiques que la promotion et l'insertion économique et professionnelle de notre jeunesse souscrit à cette idée que je vous en félicite. Ensuite, eh bien, lors de la clôture de ce mois de l'artiste et des langues maternelles a été également l'occasion de procéder à la remise des prix aux lauréats des concours artistiques et culturels organisés dans le cadre du mois de l'artiste et des langues maternelles. La ministre de la Culture a souligné le rôle essentiel des artistes dans le développement et de la préservation des langues nationales. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a ensuite évoqué bien les défis auxquels sont confrontés les artistes, saluant également le plan quinquennal de développement des activités artistiques. Elle a également donc souligné l'importance de la collaboration. Eh bien, donc, la ministre a insisté sur le caractère transversal de la culture et sur la nécessité également d'associer les langues maternelles aux artistes. Et suivant cette fois la réaction de la ministre de la Culture qui a indiqué, eh bien, dans une interview et encouragé la diversité culturelle, interview que nous aurons dans notre édition de ce soir. Eh bien, juste concernant cette journée et clôturant le mois de la jeunesse et de l'artiste et des langues maternelles par la même occasion, nous avons avec nous sur ce plateau Madame Madina Saleh. Bonjour Madame. Bonjour Fardous. Eh bien, j'indique que vous êtes conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Culture, mais également coordinatrice des activités du mois de l'artiste et des langues maternelles. Ma première question porte notamment sur le déroulement de ces activités tout au long de ce mois. Je vous remercie, Fardous, déjà, pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Alors, le mois de l'artiste et des langues maternelles, on est à sa 3e édition, puisque le ministère a été créé en 2021. Il s'est avéré nécessaire que, puisque les artistes sont les porteurs de la langue maternelle, d'associer ces 2 journées qui étaient auparavant séparées, qu'on célébrait séparément, une en décembre, une autre en février. Donc cette année, contrairement aux années précédentes également, on a fait un mois. Les années précédentes, on ne faisait qu'une semaine. Mais cette année-ci, en fonction du nombre, de la forte demande des jeunes à vouloir s'associer avec nous, mais également des artistes à s'associer également avec nous dans l'organisation et la célébration de cette journée qui est, disons-le, très importante pour eux, nous avons tenu à la célébrer durant un mois. Donc le lancement a été fait le 21 janvier, et la clôture ce matin, le 26. Normalement c'était le 21, mais juste pour une raison ou une autre, nous l'avons décalé au 26. Alors, comment s'est déroulée l'organisation des activités? Nous avons fait l'organisation des activités en 3 étapes. C'est-à-dire, l'étape où le ministère était complètement impliqué et que la direction de la culture était le porteur du projet, nous avons organisé un certain nombre de projets au niveau de la capitale. À commencer par la boutique éphémère qu'on a organisée au Bawadi Mall et qui a regroupé 4 stylistes. 4 jeunes créatrices djiboutiennes qui ont exposé leur dernière création et qui a suscité vraiment l'engouement des jeunes parce que
généralement, on voit que du prêt-à-porter. Et cette fois-ci, ça a été un réel plaisir de découvrir la créativité de nos jeunes artistes, modélistes et stylistes. Et elles ont eu beaucoup de succès. Également, après cela, nous avons organisé une exposition de livres surtout en langue maternelle, parce qu'on voit beaucoup de livres en français et autres langues étrangères, mais dans le cadre de notre célébration du mois, nous avons préféré mettre l'accent sur les livres en langue maternelle. Et cette fois-ci, nous nous sommes associés à Victor Hugo et au Discorama. Ces deux activités ont suscité beaucoup d'engouement. Également, on a organisé un show musical, également des concours, 3 concours, un concours en langue, un concours de nouvelles en langue nationale, c'est-à-dire en Somalie et en Afar, un concours de poésie également en Somalie et en Afar, et un concours de peinture. Ces 3 activités également ont suscité beaucoup d'engouement chez les jeunes qui ont participé massivement, et on a pu découvrir leur talent en écriture de langue maternelle, mais aussi les œuvres qu'ils ont dessinées qui étaient vraiment époustouflantes et à travers laquelle on a pu découvrir leur idée, leur impression de ce qu'ils entendaient par la transmission des valeurs maternelles de la maman à l'enfant. Et à côté de ça également, nous avons eu une trentaine d'activités qui ont été organisées par les CDC, mais nous avons fait le focus sur une dizaine, parce qu'on ne pouvait pas couvrir toutes les 30 activités, bien que l'une ou l'autre était très importante. Et sur la dizaine d'activités sur laquelle nous avons fait un focus, il y avait une activité qui a vraiment eu une grande participation également. C'est le mariage, le mariage traditionnel, la simulation de mariage traditionnel en Afar et en Somalie. Les jeunes acteurs étaient des jeunes qui étaient formés dans les CDC, ils étaient issus des CDC, ce n'est pas des jeunes qu'on a pris au hasard, c'était des jeunes qui ont été formés dans nos CDC et qui sont venus participer à l'activité et ont montré pour les 2 communautés comment s'est déroulé le mariage traditionnel. Ça a été une très belle expérience pour eux, mais pour nous également, parce que généralement on va dans des mariages, mais on ne voit pas comment ça se passe. Mais ça a été une très belle découverte pour eux également. À côté de ça, nous avons eu les 3 concours dont j'ai parlé. C'était pour la direction de la région. Les jeunes lauréats, qu'on n'a pas précisé d'ailleurs, les jeunes lauréats, que ce soit en concours de langue nationale ou en poésie, sont des jeunes issus des régions. Le premier lauréat en langue afar, c'est un jeune de Tadjoura. Et en poésie, c'est un jeune issu de Dikil, de As'ela, qui se sont déplacés ce matin pour célébrer à nos côtés et également recevoir les trophées des membres du gouvernement qui étaient présents à nos côtés. Et vous avez dit que donc avant la jeunesse et la culture étaient 2 points donc dissociés, notamment donc en intégrant ces 2 choses en même temps, donc la jeunesse et la culture. Qu'est-ce que cela a-t-il apporté comme changement dans le ministère de la jeunesse et de la culture? Je vous remercie. Le ministère a été créé en 2021, comme je l'ai dit tantôt, et grâce à la vision éclairée du chef de l'État, parce que quand on parle de culture, qui sont les principaux destinataires? C'est les jeunes, bien sûr. Et les jeunes, sans culture, c'est des jeunes sans identité. Donc, il fallait mettre le point sur ce pont et faire en sorte que les jeunes, qui sont aujourd'hui les vrais dépositaires de la culture, en soient réellement les vrais bénéficiaires. D'où nos différentes activités que nous avons organisées. Et parmi ces activités, la plupart étaient à leur endroit, en fait, étaient destinées à eux. Et on découvre de plus en plus que les jeunes s'approprient cette culture. Parce que généralement, on voyait des jeunes qui parlaient plus français, qui s'intéressaient qu'à des livres étrangers, qu'à des choses étrangères. Mais grâce à la politique de la ministre Dr Hibo Moumina Assowe, qui a su mettre en place une politique on a mis en place une stratégie de culture et
et ramener ces jeunes vers la culture, leur faire prendre conscience que la culture représente leur identité. Et les différents concours que nous avons organisés en sont vraiment un très bon résultat, parce qu'à travers ces concours, nous avons vu que les jeunes pouvaient s'approprier leur culture, et ça a été une très bonne chose et une très bonne découverte pour nous également. Merci Madame Madina Saleh d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Culture, et également coordinatrice de ce mois d'activité liant donc l'activité de l'artiste et de la langue maternelle. Merci à vous. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère du Budget a organisé ce 26 février à l'hôtel Red Sea World une série d'ateliers sur la réforme budgétaire, dont le premier concerné étant les secrétaires généraux. Cette réforme a été présidée par le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed. Cet atelier consiste à sensibiliser les hautes autorités et responsables techniques des différents départements ministériels du pays sur les enjeux et défis des réformes nécessaires pour l'amélioration de la GFP de Djibouti, notamment la gestion sur l'objectif général de cet atelier étant l'amélioration de la préparation du budget et de la planification des investissements à travers le recrutement d'un expert international pour l'appui à la mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme sectoriels pour les départements ministériels dans le cadre de la réforme budgétaire relative à la révision des lois organiques et des lois de finances. Favorablement à notre invitation, votre présence à cet atelier témoigne encore une fois de votre engagement à collaborer comme toujours au mieux avec le ministère du Budget, qui a la lourde tâche de mettre en œuvre la politique budgétaire et financière de notre pays. Cet atelier vise à sensibiliser les hautes autorités responsables des différents départements ministériels sur les enjeux et défis de la réforme budgétaire. Cet atelier découle entre autres de recommandations formulées suite à l'évaluation PEFA menée en 2023 et a pour objectif d'améliorer la préparation budgétaire et la planification des investissements au moyen de la mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme CDMT sectoriels. Et lors de cet atelier de réforme budgétaire, le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mebratou, a pris la parole. Qui va se dérouler aujourd'hui sur le cadre budgétaire à moyen terme s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'évaluation PEFA que nous avons élaboré en 2022 et commencé en 2022 et achevé en 2023, qui indique les marches et les étapes à suivre en matière de renforcement de la gouvernance budgétaire, de la transparence budgétaire, et également comment s'engager sur la voie d'un budget programme. Vous le savez très bien, nous sommes tous conscients que le budget programme ne se fera pas du jour au lendemain. Cela suppose un ensemble de prérequis. Aujourd'hui, ce sera l'occasion de voir ensemble quels sont les prérequis nécessaires. Et aujourd'hui, la présence de l'ensemble des représentants et surtout des secrétaires généraux indique que, effectivement, le rôle que nous avons tous à jouer, effectivement, mais ceci aussi suppose qu'un bon cadre institutionnel. Parce qu'il faut que les secrétaires généraux soient les patrons de l'administration de leurs ministères respectifs. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, s'est également exprimé à cette occasion. C'est un réel privilège pour moi de prendre la parole et d'accueillir Son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, dans le cadre de notre plateforme de secrétaires généraux, à l'occasion de cet atelier consacré à la réforme budgétaire. Permettez-moi de féliciter le ministre du Budget pour son initiative et son engagement dans la modernisation du cadre juridique et institutionnel de nos finances publiques. Cet atelier, le premier d'une série de consultations, a pour objectif de partager les nouvelles orientations gouvernementales en matière des finances publiques.
La démarche participative qui est la sienne traduit une conscience aiguë des enjeux et des défis que nous devons surmonter pour mener à bien ces réformes cruciales. L'implication des secrétaires généraux traduit le rôle crucial que vous jouez au sein de vos départements respectifs pour transformer en action les stratégies ministérielles. Il s'agit de mettre au centre de l'action publique la notion de gestion de la performance pour mieux évaluer l'impact des politiques publiques sur le bien-être de nos concitoyens. L'accès sur le résultat est une notion avec laquelle certains d'entre vous se sont familiarisés dans vos ministères respectifs. Aussi, vous êtes les mieux placés pour saisir les contraintes qui en découlent et les efforts consentis pour adapter vos dispositifs organisationnels et managériaux. Dans une conjoncture budgétaire contrainte, il est important que la gestion budgétaire dépasse nécessairement l'annualité des programmations en se dotant d'un cadre de dépenses moyen terme, CDMT, avec les budgets glissants sur plusieurs exercices. Suivant cette fois l'intervention du ministre du Budget, M. Ismaël Ibrahim Roblé. Avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce premier atelier sur la réforme budgétaire, tout particulièrement dédié à l'introduction du processus du cadre des dépenses à moyen terme. C'est vraiment un moment mémorable pour notre pays. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le lancement d'une série de formations qui a pour objectif de développer les compétences techniques des équipes sectorielles et relatives au cadre des dépenses à moyen terme. Et dès lors, je voudrais, avec toute sincérité, remercier les secrétaires généraux qui nous accompagnent avec bonheur dans ce projet. Je voudrais également insister sur l'appréciation de cet accompagnement de tous les secrétaires généraux quant à la mise du processus du cadre de dépenses à moyen terme et aux différents chantiers de modernisation et de rationalisation de la gestion financière de l'État, dont la gestion axée sur le résultat et le cadre des dépenses à moyen terme constituent des modalités opérationnelles. Ce constat, de par votre présence et par votre participation, nous rassure quant à l'appropriation du processus de CDMT à tous les maillons de la chaîne de décision au niveau des départements sectoriels. Dans le cadre du 45e anniversaire du RPP, un collectif de jeunes militants du parti ont organisé un tournoi de foot interannexe RPP pour l'ensemble des 9 annexes de la commune de Balbala. Ce projet sportif a été appuyé par le ministre des Sports, mais aussi la ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que les membres de la communauté de Balbala. L'ensemble des joueurs des 9 annexes réunis, munis de leur équipement ainsi que d'une pancarte identifiant leur appartenance à l'annexe, ont défilé devant les officiels. Ce tournoi de foot interannexe RPP s'étale sur 8 jours. Cette compétition vise à redynamiser les annexes du RPP, mais aussi à créer la connexion entre les jeunes militants du parti RPP et à favoriser entre eux l'échange et la cohésion. Elle permet également aux responsables des annexes d'entreprendre des activités communes dans un esprit d'équipe et d'appartenance à une seule famille politique. Ensemble, ce projet sportif a mobilisé 160 jeunes footballeurs, 16 entraîneurs d'équipe, 9 encadreurs, 9 présidents d'annexes du RPP.
Rappelons que ce projet a mobilisé plus de 160 jeunes footballeurs, 16 entraîneurs d'équipe, des encadreurs, des présidents d'annexes du RPP. Dans le reste de l'actualité, la cérémonie de lancement de la campagne de communication pour le changement social et comportemental et de l'éducation parentale sur l'éducation préscolaire et le développement intégré de la petite enfance a eu lieu ce matin au siège de l'UNFD. Objectif de l'événement étant tout d'abord de soutenir la vision du gouvernement qui est donc d'améliorer l'accès à une éducation préscolaire et de qualité pour les enfants djiboutiens âgés entre 3 et 6 ans, notamment les plus vulnérables et ceux issus des familles démunies. Une campagne qui marque également une étape décisive dans la mise en œuvre du projet qui se veut d'aller à la rencontre des populations pour les inviter donc à être plus impliqués dans l'engagement de ce processus de communication pour un élan social et comportemental plus réussi. Eh bien, il convient également de souligner que cette initiative est d'une nécessité absolue car il est question de contribuer au bien-être des enfants à travers le développement holistique et harmonieux des soins, non seulement de santé de la petite enfance, mais également à leur nutrition et l'éveil de l'éducation et de la protection. Dans leur intervention respective, le coordinateur du programme par intérim, mais aussi la représentante du MENFOP ont indiqué l'importance que revêt ce projet dans la perception des communautés sur le développement du jeune enfant, de l'éducation préscolaire et de l'engagement communautaire. Un grand moment pour moi, un moment privilégié pour m'adresser à ce noble auditoire regroupés par un seul et même objectif, celui d'accompagner les parents dans le but de les doter des compétences nécessaires et des savoirs nécessaires, leur permettant de mieux accompagner à leur tour leurs enfants, et cela depuis leur jeune âge, dans le but de les faire mieux réussir au cours de leur vie scolaire. En effet, la première école d'un enfant est la maison. Ce lieu sécurisant où l'enfant jouit d'une protection à la fois physique et psychologique constitue la première école de l'enfant. Et pour ceux qui pourraient prétendre, et pour cause, qui pourrait prétendre meilleur enseignant que les parents, et surtout la maman. La meilleure enseignante pour moi, c'est toujours la maman, du monde d'ailleurs. Donc, c'est en quelque sorte une démarche qui nous offre cette opportunité de mieux former les enseignants que sont les parents, à mieux encadrer leurs élèves que sont leurs enfants. Je voudrais rappeler que le préscolaire est le cheval de bataille du ministère de l'Éducation nationale parce que nous avons l'intention de scolariser tous les enfants de 5 ans d'ici 2030. Le projet tombe à pic. Et je remercie le peuple américain à travers l'USAID pour l'appui technique et financier. Je remercie Mott MacDonald et son équipe dynamique pour la mise en œuvre de ce projet intitulé Play to Learn. Et hier, j'ai participé à la formation ici et j'ai pu voir que le relais communautaire qu'on a choisi pour cette campagne est composé de femmes et d'hommes très intéressés déjà par le projet et très engagés. Et je foi en ce projet, je foi en cette campagne qui s'ouvre aujourd'hui. Et le ministère de l'Éducation va suivre de près et participer aux activités. Nous savons que déjà les activités par rapport à la formation, à l'élaboration du guide sont déjà lancées. Aujourd'hui, nous lançons la campagne et je souhaite plein succès à cette campagne. Le responsable du projet à l'USAID et notamment le responsable du programme ont rappelé dans leur intervention respective que le projet Jouer pour apprendre et donc est un gain inestimable pour les petits-enfants. Cette campagne marque une étape décisive dans la mise en œuvre du projet car elle nous donne l'occasion
d'aller à la rencontre des populations pour leur expliquer ce que nous faisons afin de susciter leur implication et leur engagement à soutenir nos actions. En effet, notre objectif est de contribuer à changer la perception des parents et des communautés en général sur 5 thématiques principales. La première thématique, c'est le développement du jeune enfant. Il est important d'assurer au jeune enfant un développement holistique et harmonieux. La deuxième thématique sur laquelle nous mettons l'accent, c'est l'éducation préscolaire. Il est important ici également que tous les jeunes enfants d'âge préscolaire, de toutes catégories, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques, il est important qu'ils bénéficient de l'éducation préscolaire afin qu'ils soient mieux préparés pour entrer au primaire et réussir dans un monde en constante évolution. La troisième thématique sur laquelle nous mettons l'accent au cours de toutes ces campagnes, c'est l'apprentissage par le jeu. Il est important de comprendre que le jeu n'offre pas seulement une occasion de loisir, mais il est aussi une opportunité de développer ses habiletés, de développer des capacités et de développer des compétences également. Je voudrais ici mettre l'accent sur l'importance de cet événement d'abord, que cet événement fait partie de toute une stratégie de communication que le projet a développée, et d'ailleurs il vient de citer tous les points essentiels de cette stratégie. En tant que représentant de l'USAID, nous, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait des résultats palpables, des résultats positifs, comment dirais-je, dans ce deuxième grand volet de notre projet Jouer pour apprendre que nous finançons. Donc, j'espère de tout cœur que ce changement social et comportemental au niveau des parents, au niveau des communautés scolaires, etc., deviendra une réalité et que nous, bien sûr, réaliserons des résultats positifs. L'USAID est fier d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme, l'UNFD et tous les autres partenaires dans ce secteur prioritaire pour le ministère. Il faudrait savoir que le développement du capital humain commence par là. Donc, il faudrait vraiment prendre les enfants en charge à partir de jeune âge, de 0 à 8 ans, c'est là où les enfants vraiment apprennent. Et il faudrait que ceci soit compris aussi par les parents. Et pour cela, bien sûr, il y aura des activités qui vont suivre ce lancement, des activités de sensibilisation, de formation avec les parents, avec les enseignants, etc., pour leur inculquer vraiment l'importance de, comment dirais-je, de la scolarisation des enfants, du préscolaire, etc. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. Dans le reste de l'actualité, l'Institut des études diplomatiques a organisé aujourd'hui un séminaire en partenariat avec l'Union européenne, co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mahmoud Al-Youssouf, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Mohamed Abdelkader Moussa, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès. Eh bien, cette formation sur la migration, l'environnement, le changement climatique, cet événement vise à mettre en lumière les liens entre changement climatique et donc l'insécurité dans la Corne de l'Afrique. Ce séminaire offre une tribune aux experts de l'environnement, aux chercheurs et aux décideurs politiques. Le prisme de votre expertise climatique. Vous aurez des idées et des idées clés qui aideront la République de Djibouti non seulement à gérer les effets du changement climatique, mais aussi à maintenir les droits des migrants traversant le pays. Vous l'occasion de montrer la voie sur certains des problèmes les plus urgents et les plus importants auxquels Djibouti et l'ensemble de la Corne d'Afrique sont confrontés.
Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude à l'égard du Bureau de la population des réfugiés, de la population des réfugiés et de la migration qui a permis la réalisation de cette formation et qui soutient les efforts de l'OIM et du gouvernement de Djibouti afin de consolider les instruments de gouvernance de migration dans le cadre du programme régional de la migration pour l'Afrique. Comme vous le savez, la mobilité humaine, l'environnement et le changement climatique sont des thématiques intrinsèquement liées et interdépendantes. Aujourd'hui, la première cause de déplacement dans le monde des déplacements forcés sont les catastrophes provoquées par les aléas naturels. La mobilité dans la Corne d'Afrique est de plus en plus impactée par la sécheresse récurrente qui pousse les populations à chercher des opportunités de vie meilleures dans les régions ou pays voisins. Et le secrétaire général de l'environnement a quant à lui souligné l'importance des solutions durables dans la préservation de la stabilité régionale en même temps que la promotion du développement socio-économique du pays. Dans le cadre de cette formation cruciale sur la migration, l'environnement et le changement climatique. Au carrefour de l'une des routes migratoires le plus fréquentées au monde, Djibouti se trouve confronté quotidiennement à des défis environnementaux et sociaux d'une ampleur significative. Nous sommes témoins d'un flux constant de migrants en transit, souvent dépourvus d'accès aux services de base et qui dépendent largement de ressources locales pour leur subsistance. De plus, les effets du changement climatique et des sécheresses contraignent de plus en plus de populations mobiles à se déplacer vers les périphéries ou à l'intérieur de centres urbains pour satisfaire leurs besoins essentiels. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Les négociations menées à Paris en vue d'un cessez-le-feu à Gaza auraient enregistré des progrès significatifs alors que l'aggravation de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne suscite de plus en plus des craintes. Une première ébauche comprendrait une pause de 6 semaines. Il est vrai que les représentants d'Israël, des États-Unis et de l'Égypte ainsi que du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre quatre à propos des contours d'un possible accord sur la libération des otages et d'un cessez-le-feu temporaire, a indiqué CNN, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Par ailleurs, sur la chaîne NBC, Sullivan a ajouté que Joe Biden n'a pas donc mis au courant du plan d'Israël pour des opérations militaires à Rafah, mais pense que les vies civiles doivent être protégées, a rapporté donc Reuters. Le Premier ministre israélien, quant à lui, Benjamin Netanyahou, demandera la semaine prochaine à son cabinet d'approuver une opération terrestre dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza. Les troupes israéliennes ont lancé ce mois des frappes israéliennes sur Rafah qui abrite plus d'1,2 million de Palestiniens déplacés. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.